Vous écoutez On lit pour vous. Grandir avec une sœur ou un frère handicapé. Un texte de Caroline Delagoutte, paru le 19 juin 2026 dans Ombre et Lumière. Quelle place pour s'épanouir et devenir soi-même lorsque le handicap est omniprésent dans la famille? Le statut de frère ou de sœur n'a rien d'anodin. Voici quelques clés pour ne pas négliger ceux qui ne font pas de vagues, mais peuvent être submergés de l'intérieur. 1. Un trop-plein d'émotions. Il n'y a pas besoin du handicap pour ressentir de l'affection, de la honte ou de la jalousie vis-à-vis de son frère ou de sa sœur. Mais l'expérience du handicap exacerbe les émotions en confrontant la fratrie à des situations plus complexes à gérer que la moyenne. La frustration de renoncer à certaines activités en famille peut générer de la colère, l'attention accrue des parents, de la jalousie. Quant au regard des autres et aux moqueries, ils ont un goût amer. Toute mon enfance, j'ai eu honte de ma sœur. Je n'en parlais à personne et je n'invitais aucune amie chez moi, témoigne Joséphine, qui avait l'impression d'être mal regardée quand un passant regardait mal sa sœur. Au milieu de ces émotions contradictoires, il n'est pas simple de trouver sa place dans la famille et d'en parler. 2. Vers qui se tourner? Il est très important de ne pas rester seul avec ses états d'âme. Sentir le poids du handicap évolutif et du diagnostic incertain, percevoir les tensions des parents, ces situations suscitent des craintes, voire du repli. La réalisatrice, Joséphine Japy, a retranscrit ce climat familial de manière très authentique en s'inspirant de l'histoire de sa sœur dans le film « Qui brille au combat ». La parole étant souvent moins libre avec ses parents, il est bon de s'ouvrir à d'autres personnes de confiance, sans crainte de blesser ses proches. Il existe aujourd'hui des associations formidables qui proposent une écoute personnalisée et des groupes de parole, voire des ateliers. Pousser la porte d'un thérapeute ou tenter une médiation artistique peut s'avérer salutaire. 3. Du temps pour soi. Quand mes parents me laissent seule avec mon frère, je surveille constamment sa glycémie, évoque Alice, dont le frère cadet a une maladie génétique rare. Le dévouement vis-à-vis de celui qui vit le handicap et l'hypervigilance à la maison risquent d'éloigner certains enfants des préoccupations des jeunes de leur âge. Avec le temps, ils prennent généralement conscience du besoin d'avoir un espace pour exister indépendamment du reste de la fratrie. Mais il n'est jamais trop tôt pour les pousser à évacuer les émotions par une activité physique ou un talent artistique. L'essentiel est de pouvoir s'écarter pendant un temps du handicap, de vivre quelque chose de plus ordinaire et de plus léger. Témoignage. Annonciade, 18 ans, sœur de Foucault, trisomique. La jalousie me rendait malheureuse. J'ai souvent ressenti de la jalousie face à l'attention qui était accordée à mon grand frère trisomique. Moi qui suis la benjamine de la famille, j'avais l'impression qu'il prenait ma place de petite dernière. Ce sentiment de jalousie que je percevais clairement me rendait malheureuse. J'avais besoin d'extérioriser cette agressivité dont Foucault a pu souffrir. C'était parfois très conflictuel, d'autant plus que mes parents avaient du mal à comprendre ma colère. Mais j'ai toujours défendu mon frère. Nous étions dans la même école et je ne supportais pas qu'on se moque de lui. Les railleries que j'entendais me faisaient honte et beaucoup de peine. Je prenais pour moi les insultes. Espèce de triso. Quitter le domicile familial a été salutaire. Quand je rentre à présent, je profite davantage de ma famille. Je n'ai plus envie de laisser des tensions gâcher ces moments précieux. Je vois mon frère comme quelqu'un de très joyeux, qui se contente de choses simples et crée des liens facilement. Et je l'admire pour ça. Léna, 16 ans, sœur de Raphaël, autiste. Certains pensaient qu'il était mon petit frère. J'ai très tôt compris qu'on n'était pas une famille comme les autres. Quand j'étais petite, mes parents m'ont expliqué la complexité du handicap de mon frère aîné. Raphaël est autiste avec une déficience intellectuelle. Je me suis beaucoup occupée de lui, au point que certains pensaient qu'il était mon petit frère. Mais pour moi, il a toujours été l'aîné. Je l'ai défendu quand on allait au centre aéré. Les animateurs me reprochaient de ne pas assez m'amuser. Quand des enfants se moquaient, je leur jetais un regard noir. Raphaël n'a jamais été une honte et ne le sera jamais. Mes parents ont fait en sorte que j'ai une vie normale, avec mes propres activités, du théâtre et un sport de combat et entouré d'amis. J'ai pris conscience, en participant à une journée des frères et sœurs, organisée par la Fondation OCH, que je n'étais pas seule à vivre cette situation. Aujourd'hui,
Je suis très fière des progrès de Raphaël. Je vois que grâce à lui, j'ai grandi en maturité et en autonomie. Antonin, 19 ans, grand frère d'Agathe, sourde. Je m'interroge sur son avenir. Mon principal regret est de ne pas pouvoir comprendre pleinement ce que ma petite sœur ressent à l'intérieur, ni d'avoir avec elle des discussions vraiment profondes. Agathe a un implant cochléaire ainsi que des troubles cognitifs. Elle reste assez réservée sur ce qu'elle vit. Ma sœur communique en langue des signes, ce qui implique une manière différente d'échanger. J'ai voulu apprendre ce langage en classe de seconde parce que cela comptait pour moi. Malheureusement, les cours ont été rapidement interrompus. Je m'interroge sur son avenir, sa capacité à trouver un travail. En tant que grand frère, il est naturel pour moi de vouloir m'assurer que tout ira bien. À la maison, nous parlons librement du handicap, et mes parents ont toujours su me rassurer. Le handicap d'Agathe, associé à sa personnalité, lui confère une forme d'insouciance. Il m'est parfois plus facile d'échanger avec elle qu'avec mes parents ou mon petit frère, notamment sur des sujets qui fâchent. C'était « Grandir avec une sœur ou un frère handicapé », un texte de Caroline Delagoutte, paru le 19 juin 2026 dans Ombre et Lumière. Lisa Ridzen, La nature pour armure, une entrevue réalisée par Annabelle Moreau, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Lisa Ridzen ne s'attendait pas à voir son premier roman traduit en plus de 40 langues, ou figurer parmi les meilleurs vendeurs en Suède, en Allemagne ou aux États-Unis. Le magnifique « Les grues volent vers le sud » est paru en version française à La Peuplade le 7 mai dernier. L'occasion de discuter avec l'écrivaine de son amour pour la nature et les chiens. C'est une histoire tellement locale. Elle se déroule essentiellement dans le village où j'habite dans le nord de la Suède, lance Lisa Ridzen de chez elle. C'est une histoire tellement suédoise pour moi que je ne pouvais même pas imaginer que d'autres pays seraient intéressés. C'était déjà exceptionnel que ce soit publié en Suède ou en suédois, je trouve. On ne sait pas de quoi sont faits les succès littéraires internationaux. Qui plus est, quand le sujet est le vieillissement, il faut un regard certainement, du souffle assurément, et de solides équipes éditoriales et promotionnelles. La Peuplade a confié la traduction à Catherine Renaud, française née au Danemark et traductrice du suédois et du danois. C'est elle qui avait traduit pour la maison d'édition Les très beaux voyages sans bagages et La fille du sculpteur de Tove Jansson. Depuis 2024 donc, et la parution de Tranorma Flagger Söderhut, le quotidien de Lisa Ridzen a été complètement chamboulé. Beaucoup de gens m'écrivent pour dire qu'ils s'identifient à Bo, à Frederica, à Hans ou à Ingrid. Il s'avère finalement que ce n'est pas une histoire très locale, elle résonne auprès de nombreuses personnes de cultures différentes. Ça va comme suit. Bo a 89 ans. Il vit avec son chien, Sixten, son cœur, sa bouée, dans une maison isolée du nord du pays. Sa santé décline et il reçoit les visites journalières d'aide à domicile, dont Ingrid. Son fils, Hans, s'inquiète pour lui. « Il ne comprend pas que je vais bientôt mourir ?» demande Bo. Le chien est source de discorde. Le fils veut bien faire et lui retirer l'animal pour sa sécurité. Le père veut le garder et s'entête à aller le promener dans la forêt. Il y a aussi Elinor, la petite fille, porteuse d'espoir, et le souvenir de Frederica, sa femme, qui n'a plus toute sa tête et qui vit maintenant dans un foyer. Tur est là enfin, le collègue de la Syrie qui ne s'est jamais marié et qui a voyagé hors de la région. Les grues volent vers le sud témoignent de la mémoire trouée, du corps qui lâche, des attaches qu'on détache, de l'univers qui nous retient, mais c'est surtout la plus vieille histoire du monde, celle du temps qui reprend ses droits. Chaque aspect de ma vie est devenu fragile. Je ressens soudain de la compassion pour l'homme dans le miroir.
Ce n'est sacrément pas facile d'être un humain, écrit Ridzen. Capter le souffle des vivants et des morts. Il est difficile de mettre des mots sur un lieu et la nature, avance l'autrice. Il est plus facile pour moi de créer des personnages humains, ou même des personnages de chiens ou d'animaux. Mais comment donner une voix à la nature? Demande la romancière. Je suppose que dans mon livre, la présence des grues et de la marée est une manière de l'incarner, de montrer l'influence de la nature sauvage sur nos vies, son rythme propre, la lumière changeante. L'ouvrage respire. Il est d'ailleurs rythmé comme un journal avec des heures et des dates. Du jeudi 18 mai au vendredi 13 octobre, on alterne entre de courtes entrées des divers soignants au chevet de Beau, les boulettes de poisson qu'il a mangées, la douche qu'il a refusée, les bûches dans le poêle, sa confusion toujours plus grande, et des séquences plus longues narrées au jeu par Beau et adressées à sa femme, Frédérica, leurs 60 années de vie commune, le jardin qu'elle entretenait, les chevaux dont elle prenait soin. L'homme pose à la fois un regard nostalgique sur son passé envolé et exprime sa peine face à son fils qui a pris les rênes de sa vie. C'est moi qui suis la raison de son existence, et pourtant je suis celui qui doit se soumettre, dit Beau. C'est en découvrant le cahier de notes rempli par le personnel soignant de son grand-père que Lisa Ridzen a eu l'idée de les intégrer dans la narration. L'effet est immédiat. Nous devenons les yeux et les oreilles de Beau. Ces cahiers ont prolongé ma mémoire et rendu possible des expériences dans les personnages que j'ai créés, souligne l'écrivaine, qui a elle-même déjà été aide à domicile. C'est un premier emploi très courant pour les jeunes, poursuit-elle. En Suède, la plupart des personnes âgées restent dans leur maison et bénéficient du service gouvernemental d'aide à domicile, peu cher par ailleurs. Ce service est assez incroyable, d'expliquer Lisa Ridzen, car si vous vous occupez de quelqu'un dans une maison de retraite, l'expérience et les lieux sont assez stériles. Vous ne voyez pas vraiment l'humain derrière ces corps vieillissants, mais si vous les voyez chez eux, vous voyez à quoi ressemble leur vie, vous voyez leurs partenaires, les membres de leur famille ou leurs chiens. La faille comme matière. Tu ne trouves pas ça bizarre, cette façon qu'ils ont de vouloir nous maintenir en vie à tout prix? Demande Ture à son ami. Et Beau de répondre par l'affirmative. L'amitié entre les deux hommes sous-tend l'ouvrage, une question creusée ailleurs par celle qui poursuit des études doctorales de sociologie autour des normes de la masculinité dans les communautés rurales du Norrland. C'est là qu'elle vit et écrit, dans la maison héritée de son grand-père. Lorsque je rédige ma thèse, soutient Ridzen, je veux que les gens réfléchissent, activent leurs pensées. Cependant, lorsque j'écris de la fiction, mon objectif principal est de faire sentir les choses aux gens. J'écris pour le corps, pour susciter des émotions d'une manière différente. Et cela fonctionne. Lors des tournées à l'étranger ces derniers mois, les lectrices et lecteurs ont beaucoup mentionné à l'autrice que Les grues volent vers le sud était un livre triste, qu'elle et il avaient pleuré en le lisant. D'autres personnes me disent qu'il est aussi réconfortant que bien qu'elles se sentent tristes, elles le ferment avec le sentiment que tout va bien se passer, souligne Ridzen. La beauté simple de son écriture, les gestes 1000 fois répétés, aimer, soulager, toucher, les conversations sur la vie et la mort, le souvenir qu'on laisse sur les vivants, l'impression d'une question posée à l'humanité, l'empathie des soignants de Beau est belle aussi, comme la nature qui les entoure, les enveloppe. Nous allons tous mourir, de conclure Lisa Ridzen. J'ai grandi dans une société laïque avec des parents athées, donc je n'ai jamais eu le réconfort de la religion pour faire face à la mort ou à la peur de mourir. Alors je pense que la nature, pour moi, c'est comme un substitut à cela. Je sais que tout ici-bas va passer et se transformer en autre chose, en d'autres ouvrages aussi, nous l'espérons. C'était Lisa Ridzen, La nature pour Armure, une entrevue réalisée par Annabelle Moreau, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.
Filons-nous plus vite qu'on le pensait dans l'univers? Un texte de Simone Caron, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science. Notre système solaire se déplacerait dans l'univers jusqu'à 3,7 fois plus vite qu'on ne le croyait. Mesurer notre vitesse de déplacement dans l'univers est un exercice très difficile à réaliser parce que tout est en mouvement. Le système solaire tourne autour du centre, notre galaxie, la Voie lactée, qui, elle, file dans l'univers, lui-même en expansion. Comment démêler tout ça? Pour y parvenir, des scientifiques ont analysé la distribution des radiogalaxies, ces galaxies lointaines qui émettent des ondes radio à l'aide de nouvelles données. Bien que les calculs soient extrêmement complexes, le principe, lui, est plutôt simple. Dans notre déplacement, on a tendance à voir un peu plus de galaxies devant nous que derrière. Comme un léger vent de face d'ondes radio. Cette asymétrie, appelée dipôle, nous permet alors de connaître notre direction et notre vitesse dans l'univers. Résultat, le dipôle observé pointait dans la même direction que dans les études antérieures, mais il était 3,7 fois plus marqué que ce que prévoit le modèle de cosmologie standard, soit la description de l'histoire de l'univers observable la plus précise à ce jour. Si ce dipôle est confirmé par de nouvelles mesures, cela pourrait signifier que nous nous déplaçons beaucoup plus vite que nous le pensions, explique Lucas Bohm, l'auteur principal de l'étude publiée dans Physical Review Letters. Et pas seulement le système solaire, toute la matière proche de nous, incluant notre galaxie. L'autre scénario, c'est que l'univers possède une structure à grande échelle, plus étendue que ce que notre modèle standard actuel peut expliquer. Cette deuxième possibilité signifie qu'à l'échelle cosmique, l'univers serait moins homogène que prévu. Pour parvenir à ces résultats, l'équipe internationale a utilisé des données robustes provenant de 3 radiotélescopes distincts afin de limiter les biais liés aux instruments. Une autre grande force de ces travaux est d'avoir amélioré la méthode statistique pour mieux éliminer les signaux radio parasites. Repenser le modèle? Selon le modèle de cosmologie standard, le fond diffus cosmologique, CMB pour Cosmic Microwave Background, constitue le système de référence. Il s'agit de la première lumière de l'univers apparue 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers avait pris assez d'expansion pour permettre à celle-ci de voyager. On peut attraper cette lumière aujourd'hui et ça nous donne une image de l'univers tel qu'il était à ce moment-là. Sur une échelle de 14 milliards d'années, c'est très proche de l'instant zéro. Et puisque l'univers prend de l'expansion dans toutes les directions en même temps, le CMB nous sert de cadre de référence au repos, explique l'astrophysicienne Laurence Perrault-Levasseur. Toutefois, les résultats obtenus à l'aide des radiogalaxies
racontent une histoire différente de ceux obtenus avec le CMB comme référence. Devons-nous alors repenser notre place dans l'univers? Selon moi, on n'a pas encore assez de preuves pour remettre en question le modèle standard de cosmologie. Renchérit Laurence Perrault-Levasseur. Mais le résultat de cette étude est super excitant et mérite certainement plus de recherches pour être confirmé. À suivre. C'était « Filons-nous plus vite qu'on le pensait dans l'univers ?» Un texte de Simone Caron, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science. Canicule. Pourquoi la chaleur extrême nous rend plus agressifs et comment le cerveau réagit? Un texte de Martha Irola Inberen, paru le 26 juin 2026 dans Euronews. Canicule. La chaleur extrême affecte le corps et peut aussi provoquer irritabilité, anxiété et montée de l'agressivité. La chaleur et l'exposition au soleil ont des effets bien connus sur la santé, allant de la déshydratation aux éruptions et brûlures cutanées. En revanche, un effet moins connu de la chaleur sur l'organisme concerne la santé mentale. Les recherches montrent que les jours de forte chaleur, les taux d'agressivité, de violence routière, d'actes violents et même les passages aux urgences pour des motifs de santé mentale ont tendance à augmenter, a expliqué à Euronews Health Susan Albers, psychologue clinicienne à la Cleveland Clinic. Alors, qu'est-ce qui motive ces comportements et ces changements en matière de santé mentale? Faire face à un inconfort permanent. Le fait d'avoir trop chaud nous met mal à l'aise. Lorsque nous sommes physiquement inconfortables, nous avons moins de patience, nous sommes plus irritables et nous réagissons plus vite sur le plan émotionnel, a précisé Albers. Elle souligne que lorsque le cerveau doit travailler davantage et subit un stress thermique pour maintenir le corps au frais, il lui reste moins de ressources pour rester calme et concentré. Pendant les périodes de forte chaleur, l'essentiel est de rester hydraté. Les experts de la santé rappellent sans cesse à quel point il est important de boire suffisamment, soit l'équivalent d'1 verre d'eau par heure et au moins 2 à 3 litres par jour, selon l'Organisation mondiale de la santé. Un corps déshydraté perd sa capacité à réguler sa température et cela peut provoquer somnolence, vertiges et maux de tête. La déshydratation peut aussi affecter le fonctionnement du cerveau. Même une déshydratation légère peut affecter les zones du cerveau responsables de l'attention, de la prise de décision et des émotions. Vous pouvez vous sentir plus anxieux, confus ou irritable avant même de vous rendre compte que vous avez soif, a indiqué Albers. Parmi les solutions simples, on peut boire une boisson fraîche ou utiliser un linge froid ou une poche de glace pour refroidir les parties du corps où les vaisseaux sanguins sont proches de la peau, comme le cou, les poignets et les chevilles. La surchauffe peut donner l'impression que votre cerveau est surstimulé. Si vous vous sentez devenir irritable, anxieux ou dépassé, changez d'environnement, recommande Albers. L'importance d'une bonne nuit de sommeil. Le sommeil joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement de l'organisme pendant la journée. L'une des caractéristiques des vagues de chaleur est la multiplication des nuits tropicales, définies comme des nuits où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés Celsius. Si ce phénomène est plus courant dans les climats chauds,
Les pays plus frais y sont eux aussi confrontés de plus en plus souvent. La nuit est le moment où le corps est censé récupérer. Lorsque la température ne baisse pas pendant cette période, cette récupération ne se fait pas et l'organisme reste sous tension. Lorsque nous dormons, notre température centrale diminue, notre système cardiovasculaire se repose et le stress accumulé pendant une journée de forte chaleur commence à s'atténuer, explique Armel Castellan, conseiller technique pour les services en cas de chaleur extrême à l'Organisation météorologique mondiale et à l'OMS. Sanders identifie également une mauvaise nuit de sommeil comme un déclencheur de changement d'humeur et de dysrégulation émotionnelle. Une seule mauvaise nuit peut vous rendre plus réactif sur le plan émotionnel, plus impatient et moins capable de faire face aux frustrations du quotidien, a-t-elle souligné. Les personnes souffrant de troubles de santé mentale sont plus vulnérables. Des travaux antérieurs ont montré que la chaleur peut avoir des effets immédiats et différés, notamment une augmentation du risque de suicide, des symptômes de schizophrénie, d'anxiété, de troubles dépressifs et de troubles liés à la consommation de substances. Les personnes anxieuses peuvent ressentir davantage la chaleur, car de nombreuses sensations physiques liées au fait d'avoir trop chaud, comme l'accélération du rythme cardiaque, la transpiration ou l'essoufflement, ressemblent à celles de l'anxiété, ce qui peut créer un cercle vicieux où chaque facteur aggrave l'autre, a expliqué Albers. Elle ajoute que certains médicaments, notamment certains antidépresseurs, stimulants, antihistaminiques et traitements contre l'hypertension, peuvent rendre plus difficile la régulation de la température corporelle ou augmenter le risque de déshydratation. Certains traitements peuvent également perdre en efficacité ou accroître le risque d'effets secondaires lorsque le corps est en surchauffe ou déshydraté. C'était Canicule, pourquoi la chaleur extrême nous rend plus agressifs et comment le cerveau réagit, un texte de Martha Irola Inberen, paru le 26 juin 2026 dans Euronews.